Je suis donc content d'accueillir aujourd'hui au nom du séminaire H37, donc Zina Cohen, qui est donc liée à la fois, comme l'indique le PowerPoint qui nous présente ici, à l'EPHE d'un côté et au Federal Institute for Materials Research and Testing de Berlin. Zina a soutenu sa thèse de doctorat sous la direction de Judith Schlanger, présente ici, et d'Olivier Hahn, autour donc de la composition des matériaux d'écriture. Le titre, c'était « Analyse des matériaux d'écriture des manuscrits de la Guénissa du Caire ». Ça s'est soutenu il y a vraiment pas longtemps du tout, le 25 juin passé, un doctorat sur la composition des matériaux d'écriture d'un groupe de manuscrits du XIe siècle dans la Guénissa. Zina a déjà travaillé, a déjà fait des présentations de sa recherche à plusieurs occasions, et notamment lors d'un séminaire autour du parchemin qui a eu lieu en Belgique, à Namur, hein, pour ne pas le citer. Et c'est pour toutes ces raisons aussi, parce qu'on connaît la qualité de ce qu'elle fait, qu'on s'est proposé de lui laisser la parole pour qu'elle nous explique ainsi sa recherche en cours et éventuellement ses projets à venir. Et je lui laisse ici donc immédiatement la parole. Voilà, je t'en prie, Zina, je vous en prie, plutôt, je me mets à tutoyer indûment, à toi, à vous, la parole. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très contente d'être aujourd'hui parmi vous. Comme vous l'avez dit, j'ai soutenu ma thèse il n'y a pas très longtemps sur un ensemble de manuscrits de la Guénissa du Caire qui était assez large. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter juste les résultats que j'ai obtenus sur les documents légaux. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit disclaimer. La plupart des résultats que je vais présenter ici portent vraiment sur la composition des matériaux d'écriture, principalement sur l'encre. Mais pour faire ce travail, il a fallu lire beaucoup de manuscrits, donc les traduire, faire un va-et-vient assez constant entre le texte et le matériel. Et pour cela, j'ai eu la chance de bénéficier de l'aide de Wissem Guédiche qui est présente ici, et j'aimerais qu'on publie un jour bientôt un article qui rassemblera l'ensemble de ce travail. Donc, cette présentation porte sur une contribution d'analyse des matériaux d'écriture à la connaissance des documents légaux, et tout particulièrement, je vais m'appuyer principalement sur le cas de la communauté médiévale juive du Caire. Donc, avant de commencer, je vais définir des termes avec lesquels vous n'êtes peut-être pas tous familiers. Je pense qu'une grande partie de vous savent ce qu'est la Guénissa du Caire et ce qu'est une Guénissa, mais pour les autres, je vais les définir. Alors, dans le judaïsme, il y a une interdiction à détruire le nom divin, et donc les documents qui sont susceptibles de porter ce nom, principalement des documents religieux, il y a une règle qui demande à ce que ces documents soient entreposés dans une guénissa, qui est donc un lieu ou une boîte, avant qu'elles soient enterrées rituellement. Et un exemple de cette guénissa a été trouvé dans l'ancienne synagogue Ben Ezra à Fustat, qui est donc dans l'ancien Caire, où plus de 300 000 manuscrits ont été découverts. Je mets des guillemets ici pour découvert, puisque cette collection de manuscrits était déjà connue. Et on a eu une chance exceptionnelle dans le cas de cette guénissa, puisque en fait, les conditions climatologiques ont permis une extrêmement bonne préservation des documents, et où la règle qui donc concerne normalement que les documents qui sont susceptibles de porter le nom divin a été largement étendue et a permis de redécouvrir des documents avec des sujets très variés, que ce soit des documents privés, des lettres, des livres de comptes, mais également donc, religieux évidemment, mais également juridiques. Les documents sont très très variés, ils sont écrits sur différents supports.
dans différentes langues, émanent de différents espaces géographiques et une grande variété chronologique qui va du 9e au 19e siècle. Donc, pendant ma thèse, j'ai étudié 498 de ces documents qui proviennent pour la quasi-totalité, qui sont conservés aujourd'hui pour la quasi-totalité à la bibliothèque universitaire de Cambridge, qui ont été écrits principalement au Caire et écrits par des représentants des 3 communautés juives du Caire pendant la première moitié du XIe siècle. Et donc, je me suis intéressée principalement aux représentants de ces 3 communautés, enfin, de 2 communautés, plus des documents émanant d'une 3e communauté, parce que le fait qu'ils reviennent de ces représentants faisait qu'ils étaient très bien connus, qu'ils ont été étudiés par des chercheurs avant moi, qu'on avait beaucoup de contextes autour, notamment une date, et que la main se retrouvait et souvent le nom. Alors, les scribes que j'ai étudiés sont donc Ephraim Ben Shemaria et son secrétaire Yefet Ben David de la communauté dite palestinienne. Les 3 représentants successifs de la communauté dite babylonienne, Elchanan Ben Shemaria, Abraham Ben Sarlan et son fils Sarlan Ben Abraham, ainsi que des documents émanant de la communauté karaïte, auxquels se sont ajoutés d'autres documents comparatifs écrits ou bien plus tôt ou bien après, et venant d'autres espaces géographiques afin d'augmenter le nombre d'observations. Cela a fait 391 manuscrits, 257 sur papier, 21 sur cuir et 113 sur parchemin. Vous êtes peut-être étonné du coup de la différence entre ce 498 documents et 391 manuscrits. Alors, l'histoire de la Guéniza et ainsi que d'autres paramètres font que j'ai beaucoup lutté au début de ma thèse à essayer de définir comment j'allais pouvoir analyser les différents objets de mon corpus. J'avais dans un cas des documents, des bifolios, des cotes sur lesquels plusieurs textes étaient écrits, comme celui-là par exemple avec le document TS 8JC.18. Donc, où vous avez 1, 2, 3 et 4 documents, si vous suivez ce qu'il se passe sur mon PowerPoint. Et dans un autre cas, j'avais un document sur lequel qui a été découpé en plusieurs morceaux et qui a été réuni ensuite par un chercheur qui s'appelle Oded Zinger, qui a beaucoup travaillé, qui est très fort pour recoller des morceaux de manuscrits les uns avec les autres. Et donc, du coup, j'ai fait une différence entre un document qui était donc une entité textuelle et un manuscrit qui est donc une code de rangement. Donc, quand je me concentre sur les documents légaux, on a 200 documents, 162 manuscrits, 116 sur papier et 46 sur parchemin. Très vite, dans ma recherche de thèse, j'ai été frappée par l'intérêt des documents légaux. Donc, outre le fait qu'ils portent des dates, des noms précis, ils sont écrits par plusieurs mains. Une des questions que je me posais, c'était dû à la variété des recettes d'encre qui sont reconnues, qui sont en circulation plus ou moins à cette époque dans cet espace géographique. Et dans cette variété de recettes, on ne parle pas de différence de quantité, mais vraiment de matériaux principaux. Je vais revenir sur ça dans un instant, mais on se demandait, donc mes directeurs de thèse et moi-même, si on pouvait définir des critères qui seraient susceptibles d'expliquer une partie de cette variation, si on pouvait rattacher notamment à un scribe un type d'encre ou une composition d'encre. Et l'avantage des documents légaux, c'est que, comme ils sont signés, on peut reconnaître, on peut attribuer très facilement un scribe au nom analysé. Donc, mon échantillon, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez un échantillon de mon corpus.
Il varie largement en taille. Ici, ce n'est pas tout à la même échelle, donc vous ne pouvez pas vraiment voir la différence de taille, mais il varie en taille, en qualité, en contenu. On a des documents juridiques qui sont de contenu très large. Il y en a qui sont écrits sur papier, il y en a qui sont écrits sur parchemin par différents membres de différentes communautés. Et du coup, je trouvais que c'était très intéressant comme point de comparaison. Donc, pardon, je suis allée un peu vite. Mais quand on parle d'encre, de quoi on parle exactement? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs recettes qui sont en circulation à cette époque. Et les 3 grandes recettes, plus un 4e groupe, qui sont en circulation à cette époque, se découpent ainsi. Donc, le premier groupe, ce sont les encres dites carboniques, qui est donc une fine dispersion de particules de pigment noir dans un liant. Donc, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, et vous avez le pigment noir et le liant. Un deuxième type d'encre, c'est les encres végétales, également appelées encres tanniques, qui sont le produit de l'extraction d'écorce d'arbres dans un liant. Le troisième, et c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est les encres dites ferrogalliques, qui sont le produit d'une réaction chimique entre des sulfates de fer et des tannins dans un liant. Alors, les recettes parlent également de ces sources de sulfate de fer. La source principale dans les recettes, c'est le vitriol, qui est donc des sulfates de fer accompagnés d'autres, on peut dire, impuretés métalliques, notamment du cuivre, du manganèse et du zinc, qui varient en proportion en fonction du lieu en fonction du vitriol. Une autre source qui est mentionnée dans les recettes, c'est de la limaille de fer ou des clous, rouillés ou pas. Un 4e groupe s'ajoute à cela. Ce sont les encres mixtes qui correspondent à un mélange entre deux des types d'encre nommés précédemment, ou bien des encres carboniques et des encres ferrogalliques, ou bien des encres carboniques et des encres végétales. Donc pour cela, pour les différencier, j'ai utilisé un protocole en 2 temps. Donc dans un premier temps, j'ai fait une observation systématique des encres qui m'intéressaient par réflectographie infrarouge. Donc la réflectographie infrarouge permet de déterminer le type d'encre, ou bien ferrogallique, ou bien carbonique, ou végétale, pour cela, j'ai utilisé un microscope de poche, donc qui est vraiment pas plus grand que ça, qui s'appelle Dinolight, qui a un grossissement qui va de 50 à 200, et en fait avec différentes illuminations, en ultraviolet invisible et en proche infrarouge. Dans un deuxième temps, j'ai utilisé un spectromètre de fluorescence de rayon X qui permet la détermination des éléments plus lourds que l'aluminium. Le spectromètre, il y a plusieurs spectromètres de fluorescence de rayon X qui existent. Dans ma thèse, j'ai utilisé Artax, qui est une machine de taille un peu conséquente, qui est beaucoup plus gros que Dinolight, comme vous pouvez le voir. Il fait environ 70 kg, mais il permet de déterminer la composition des encres. Comment ça fonctionne? Donc, Dinolight, c'est très facile de s'en servir. Donc, il permet de capturer les spots d'intérêt en lumière, sous lumière visible et sous filtre infrarouge. Donc, l'encre carbonique en lumière infrarouge reste exactement la même qu'avant. L'encre ferrogallique s'efface légèrement, mais pas totalement, alors que l'encre végétale disparaît totalement sous cette longueur d'onde. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, c'est le document TS 1671, qui est un document karaïte, et donc qui porte de nombreuses corrections. Alors, quand je choisis justement un de ces endroits où on voit le texte principal et la correction, vous voyez ici, à gauche, sous lumière visible, les 2 types de textes. En brun, le texte principal, en noir, les corrections.
et en lumière infrarouge, vous voyez que la correction reste aussi noire que le texte d'origine, ce qui est donc le signe d'une encre carbonique, alors que le texte principal s'efface légèrement, mais qu'on voit encore le contour. Alors, attendez, j'ai vu que vous pouvez... ici, voilà, que vous voyez ici, on voit encore le tracé de la lettre, ce qui est donc une caractéristique de l'encre infrarouge. Comment marche la fluorescence des rayons X? Donc, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, trop techniques, mais ici, vous avez un exemple d'un document qu'on a analysé avec Artax. Vous avez Artax en marche, et donc qui permet d'obtenir des spectres qu'on évalue et qui permettent d'obtenir ce qu'on appelle des fingerprints. Donc, selon un modèle d'évaluation des résultats qu'on appelle the fingerprint model, que je vais utiliser aujourd'hui une traduction légèrement fautive, mais je pense un peu claire, que j'appelle signature, parce que ce modèle est discuté que dans les papiers en anglais et pas en français. Et donc, si on reprend le document B, donc, qui est le document réuni par Oded Singer, qui est donc en 6 cotes différentes, conservées toutes à la bibliothèque universitaire de Cambridge, et qu'on analyse 5 des documents, parce que je n'ai pas pu avoir le temps d'analyser le 6 manuscrits, 5 manuscrits, puisque je n'ai pas eu le temps d'analyser le 6e, on obtient 5 signatures différentes. Donc, chaque signature est le produit de 3 mesures de 10 points. Et on voit en fait qu'on a 2 groupes qui se détachent, donc ce premier groupe et ce deuxième groupe. Alors, vous allez peut-être me dire que ce groupe, ce n'est pas exactement la même quantité de manganèse et pas tout à fait la même quantité de cuivre. Donc, ces résultats sont normalisés au fer, puisque le fer est le composant principal de l'encre ferrogallique. Alors, le modèle de signature qu'on utilise au BAM, donc au Federal Institute of Material Testing, pour lequel je travaille, admet un pourcentage d'erreur d'environ 10%. Et donc, on obtient 2 groupes, une main 1 et une main 2. Il se trouve que les résultats paléographiques montrent justement que ce texte a été écrit, et vous voyez ici la séparation de la ligne rouge, que ce texte a été écrit très probablement par 2 mains, et donc qui correspondent exactement aux 2 groupes qu'on voit. Le premier groupe qui contient plus ou moins entre 5 et 7% de cuivre, et 6 à 8% de manganèse avec des traces de zinc, et le deuxième groupe avec 4 à 6% de cuivre et environ 5% de manganèse, et également des traces de zinc. Donc, cette analyse permet de confirmer les résultats de Joynes, donc que les manuscrits proviennent... les manuscrits font bien partie du même document, mais également l'utilisation de 2 batchs d'encre. Donc, un autre problème auquel j'ai rapidement fait face quand j'ai étudié, pas tout à fait un problème, mais une autre source d'interrogation quand je travaillais sur ma thèse, c'était que je ne savais pas tout à fait comment construire ma base de données. Parce que très rapidement, on voit que, même au sein d'un même texte, on avait plusieurs régions d'intérêt qui se découpaient en plusieurs et qui ne dataient pas forcément d'une même temporalité. Donc, je vous donne un exemple avec un de mes documents favoris, le TS 1624, qui est donc composé d'un texte principal, de signature et d'une marge
qui est particulièrement intéressante parce qu'elle est assez représentative de ce qu'on peut trouver dans certains documents légaux, donc qui est un suivi, un système de suivi. Donc, ce document est une reconnaissance de dette, une somme qui est assez conséquente, d'environ 30 dinars, si je me souviens bien. C'est un document assez prestigieux, écrit sur parchemin. Et dans la marge, il est indiqué qu'une partie de l'argent a été remboursée. Au dos, il y a un document en arabe qui est un peu effacé et qui a subi de nombreuses détériorations. Comme vous pouvez voir, il manque une partie du texte où il est relatif d'argent. Donc, on ne peut pas tout à fait être sûr que cela se réfère au contenu du recto, auquel cas on aurait une deuxième forme de suivi où peut-être la totalité de la somme aurait été remboursée ou en tout cas une partie supérieure de la somme aurait été remboursée ou s'il s'agit d'une autre question d'argent. Un autre exemple ici, c'est le document TSDJ 28.11. C'est un document qui est postérieur à la majorité de mon corpus puisqu'il date du début du deuxième quart du XIIe siècle. Mais il comporte ce système de suivi dont je voulais vous parler, donc avec le texte principal ici. Ensuite, vous avez un suivi avec une signature, la deuxième est manquante, et un deuxième suivi avec deux autres signatures. En effet, on demande à avoir, à chaque fois qu'on écrit un document juridique, on demande à avoir un minimum de deux témoins afin de valider la validité du document en question. Donc, en commençant à réunir les résultats, je me suis aperçue qu'il y avait une grande variété d'encres qui ont été mesurées dans ce corpus. Donc, ce corpus d'environ 200 documents, on voit de l'encre carbonique. Environ 25% du corpus était écrit avec de l'encre carbonique. Environ 75% de l'encre était écrite des documents étaient écrits avec de l'encre ferrogallique et environ 1% d'encre mixte. Donc, ça ne répondait pas du tout à ma question de cette variété de recettes. En fait, l'analyse montrait qu'en effet, cette variété de recettes se trouvait en effet de façon assez pratique dans la réalité, mais ça n'expliquait pas du tout la diversité. Donc, pour cela, on a étudié différentes raisons. Est-ce que ça pouvait être le support ? Donc, on voit que sur le parchemin, on n'a quasiment que de l'encre ferrogallique, quasiment pas d'encre carbonique, que sur le papier, c'est un peu plus disparate. Mais la quantité d'encre ferrogallique étant beaucoup plus conséquente que l'encre carbonique, ça ne pouvait pas suffire à expliquer. Enfin, le support n'explique pas à lui seul la différence d'utilisation des encres. Est-ce que ça pouvait être le scribe ? Donc, on voit que certains scribes utilisent quasi essentiellement qu'une seule encre, alors que d'autres non. Mais à part dans le cas de Yefet Ben David, qui a un corpus... donc, j'ai normalisé tous les résultats parce que la diversité des résultats, la diversité des points de comparaison était un petit peu difficile. Excusez-moi, je perds mon expression. Il y avait une différence dans le nombre d'observations pour chaque scribe dans chaque cas. Donc, j'ai normalisé afin d'avoir un résultat un petit peu plus fiable. Donc, Yefet Ben David a un nombre d'observations qui est très, très conséquent, beaucoup plus que Sahlan Ben Abraham et El-Hanan Ben Shemaria, pour des raisons que je ne vais pas tout à fait détailler ici parce qu'on manquerait de temps dans la présentation. Mais à part cela, donc Yefet Ben David a des résultats qui sont assez fiables, mais pour les autres, les résultats sont assez disparates. Est-ce que ça pouvait être la communauté ? Donc, pour la communauté palestinienne, on a environ 65% d'encre ferrogallique.
Mais encore une fois, on a tellement d'encre ferrogallique. Pour la communauté caride, par exemple, excusez-moi, on a 92% d'encre ferrogallique. Mais en même temps, comme encore une fois, on a beaucoup plus d'encre ferrogallique que d'autres types d'encre, ça ne suffit pas non plus à expliquer le reste des critères. On voit bien que les autres communautés utilisent les deux, voire les trois types d'encre. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être la région analysée? Donc, on a le texte principal. Quasiment une grande partie des marges sont écrites avec une encre au carbone, mais pour le reste, encore une fois, on a une utilisation de 2, voire des 3 types d'encre. En revanche, ce qu'on voit très rapidement, enfin ce que j'ai vu très rapidement, c'est que j'avais des documents pour lesquels un seul type d'encre et une seule composition d'encre avaient été utilisées tout du long, et que dans d'autres, ce n'était pas le cas. J'ai donc constitué 5 groupes. Je vais vous en présenter 3 aujourd'hui, en fonction du nombre d'encres qui ont été utilisées. Donc, le premier cas, l'ensemble du document est écrit et signé avec une seule encre de composition identique. Dans le cas 2, le texte et parfois une signature, en général la signature du scribe qui a copié le document, sont écrits avec une encre de composition similaire et le reste des signatures est écrit avec une autre encre. Dans le cas 5, le texte et l'ensemble des signatures sont tous écrits avec des encres différentes. Donc, je vais vous donner des exemples pour chacun de ces cas. Donc, on va commencer avec le document TS 12644, qui est donc un document qui date de la première moitié du XIe siècle. Donc, vous avez le texte principal et vous avez un certain nombre de signatures. Et en fait, quand on arrive à la signature de l'encre, on arrive au texte principal en rose et à l'ensemble des signatures en bleu. Et vous voyez que en fait, l'ensemble des compositions sont quasiment similaires, avec très peu d'impuretés métalliques rattachées au fer, donc très peu de cuivre et très peu de manganèse. Donc l'ensemble du document est écrit avec une seule encre. Un exemple du cas 2, c'est le document TS 20.6. Donc le texte principal est également agrémenté d'un certain nombre de signatures. Et la signature du document, on obtient donc le texte principal qui est écrit avec environ 12% de cuivre et des traces de manganèse et de zinc. Et l'ensemble des signatures est écrit avec une encre toujours ferrogallique avec très peu d'impuretés métalliques. En exemple du cas 5, je vais reprendre l'exemple du document TS 1624. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a le texte principal qui est agrémenté d'un ensemble de signatures. Et la présentation des signatures montre qu'on a une encre qui contient environ 3% de cuivre et des traces de manganèse et de zinc, alors que l'ensemble des signatures sont écrites avec des encres de composition, voire même de nature différente, puisqu'on a plusieurs cas d'encre carbonique. L'encre utilisée pour le premier suivi sur le côté, sur la marge, est trop effacé pour qu'on puisse obtenir une composition, mais de toute façon, on sait qu'il est écrit postérieurement, quand une première partie de la somme a été remboursée. Et le verso, donc qui est peut-être le deuxième suivi ou le texte principal d'un deuxième document, est également écrit avec une encre carbonique. Donc, il est difficile de savoir si les encres carboniques qui sont utilisées par Abraham Ben Sarlan et Samuel Cohen Ben Tarlion sont de même composition, puisque, comme vous l'avez peut-être compris dans ma présentation un petit peu rapide de mon protocole opératoire, je ne peux pas
la fluorescence des rayons X, en tout cas la machine que j'utilisais, n'est pas suffisante pour différencier deux encres carboniques. Pour cela, il faudrait faire davantage d'analyses. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même, si on considère, même si on considérait que l'encre utilisée par ces deux scribes était de composition identique, on a quand même 4 compositions différentes, avec au moins 2 natures différentes. Alors, pourquoi cette disparité de cas? Je vais m'aventurer vers une interprétation de ces résultats qui m'est très personnelle. Je ne suis pas du tout sûre d'avoir raison, mais je pense que le premier cas est le signe qu'en fait, il se passe très peu de temps entre la copie du document et la signature par les témoins. Dans le deuxième cas, le scribe écrit et parfois signe, et les témoins sont appelés ensuite ensemble à signer dans un deuxième temps. Pour ce cinquième cas, j'ai extrêmement peu de cas, c'est le cas de le dire, puisque j'ai un seul cas de ce cas 5, de ce cinquième scénario, qui est donc uniquement le document que je vous ai présenté. C'est un document très prestigieux, comme je vous l'ai précisé, puisque c'est un document qui concerne une somme d'argent assez conséquente, qui est signé par des représentants des communautés et palestiniennes et babyloniennes. Et donc, il est très possible que ce document, après avoir été écrit, ait été envoyé aux témoins pour signature, où ils auraient signé donc, avec l'encre qu'ils avaient à disposition chez eux ou dans leur étude. Vous voyez donc que le cas 1, sur ce nouveau graphe, que le cas 1 est le cas le plus fréquent que j'ai pu trouver dans mon corpus. Le cas 2, 3, 4 sont en fait sont des variations assez peu... sont des variations sur un scénario qui est assez proche, et donc le cas 5 que je vous ai présenté. J'ai essayé de voir si jamais je pouvais trouver des raisons à cette différence de cas. Donc, les archives de cours, les différents statistiques que j'ai pu faire sur ces documents ne suffisent jamais entièrement à expliquer la raison de cette disparité. Et je pense que davantage d'analyses sont nécessaires pour pouvoir essayer de débroussailler un peu ce corpus. J'ai essayé de savoir si aussi je pouvais expliquer par le nombre de signatures. Et comme vous voyez, ce n'est pas non plus tout à fait possible. Je me suis donc posé, quand j'ai commencé à voir se dessiner ces différents cas, j'ai essayé de voir si c'était un problème qui était spécifique au cas des documents juifs ou si on pouvait le trouver dans d'autres exemples. Malheureusement, le temps qui m'a été imparti pendant ma thèse m'a empêché de faire beaucoup d'analyses supplémentaires. Donc ici, j'ai pu faire qu'avec Dino, j'ai pu faire que par réflectographie infrarouge. Je ne peux pas avoir de composition. Mais en tout cas, on retrouve donc évidemment la même structure avec le texte principal, les différentes signatures et des ajouts postérieurs. Donc ici, vous avez l'annonce. Donc c'est un document qui parle de l'achat d'une maison. Ici, on annonce qu'un dinar sur la somme totale a été remboursé. Et ici, ces deux endroits ont été écrits, sont annoncés comme étant écrits à une date différente du reste du document. Au verso, vous avez le suivi, toujours le même suivi, où on annonce encore une fois qu'une partie de l'argent a été remboursée, qui a été validé donc par des témoins, ainsi que d'autres documents qui sont que je ne vais pas décrire maintenant, puisque je pense que je suis un peu juste sur le temps. Donc, quand j'analyse les différentes régions d'intérêt, avec la réflectographie infrarouge, on voit que donc, le texte principal est écrit avec une encre ferrogallique, que l'ensemble des signatures
sont également écrits avec une encre ferrogallique. En revanche, le premier ajout, celui-ci, est écrit avec une encre carbonique. Encore une fois, je ne peux pas savoir si la composition des encres pour l'ensemble des signatures est similaire, et aussi si elle est similaire à celle utilisée pour le texte principal. Ce que je peux voir simplement pour l'instant, c'est que cet ajout est écrit avec une encre de composition différente. J'ai eu très rapidement la possibilité d'observer, de faire le même genre d'observation sur une autre collection de la Geniza du Caire, une collection qui est conservée à Papyrussammlungen de Vienne. Donc, même chose, vous avez le texte et les signatures. Et je ne sais pas si vous voyez, le texte principal est écrit avec une encre ferrogallique, alors qu'une partie des signatures, mais pas toutes, sont écrits avec des encres carboniques, ici carbonique, et ici ferrogallique. Ici, c'est un peu difficile de se prononcer, mais je pense aussi une encre ferrogallique. Pour conclure, je vais vous présenter un exemple d'une autre Geniza, la Geniza afghane. Donc, c'est un document qui est conservé, qui est contemporain au document de mon corpus, qui est donc écrit en judéo-persan. Donc le texte qui est structuré de la même façon, le texte principal, un ensemble de signatures qui viennent valider le document. Et ici, alors j'ai pu faire que très peu d'observations parce que le temps pressait vraiment, mais on voit des encres, que l'utilisation des encres est carbonique sur l'ensemble du document. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur les 20 documents que j'ai pu observer dans la Geniza afghane, ils étaient tous écrits, quasiment tous écrits avec une encre carbonique, mais on ne peut pas faire la différence entre la composition des différentes encres carboniques. On ne peut pas savoir si c'est la même encre carbonique qui est utilisée partout. Pour cela, il faudrait faire davantage d'analyse. Donc, pour conclure très rapidement, on voit qu'on ne peut pas, pour l'instant, observer de réelles corrélations entre le type d'encre utilisé et différents critères recherchés, à part une marque de préférence personnelle, comme celle que Yefet Ben David affiche, avec une utilisation préférentielle d'encre ferrogallique. Ce qui pousse à croire, ainsi que d'autres arguments que je n'ai pas tout à fait présentés ici, que les scribes de mon corpus, en tout cas, achetaient probablement leur propre encre et ne la produisaient pas eux-mêmes. L'ensemble des résultats que je vous ai présentés ici me pousse à croire qu'on peut essayer de retracer une forme de chronologie, même assez sommaire, de l'écriture de certains documents juridiques et de retracer parfois des temps de latence entre l'écriture du document et la signature par les témoins. Ce que j'aimerais faire par contre dans le futur, c'est l'élargissement du corpus, avec notamment la comparaison avec d'autres documents écrits par la Cour du Cadi, documents de d'autres collections et des documents... je voulais dire des documents conservés dans d'autres bibliothèques et d'autres documents contemporains comme les documents de la Geniza afghane. Je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont pu aider à la réalisation de ce projet, et notamment l'ensemble des collections qui nous ont fait confiance et qui m'ont permis d'analyser les documents de ce corpus. Merci de votre attention. Bien. Merci beaucoup, Zina, pour cette très belle communication. Je propose que, sauf s'il y a des questions, évidemment, donc vous départagiez entre quelque sorte votre écran. On verra s'il faut y revenir après pour les documents, et comme ça on peut davantage se parler et éventuellement même ouvrir les caméras pour ceux et celles qui le veulent. Donc on va faire ça sans hésiter. J'ai quelqu'un dans la salle d'attente qui s'appelle Roberta Tonarelli. Vous la connaissez? Ah bon, je la fais entrer alors. Très bien. Alors je l'admets. Parfait.
Bon, elle arrive un peu en retard, mais ce n'est pas grave. Ce sera l'occasion d'un peu discuter. Donc, je disais, n'hésitez pas pour ceux qui veulent donc ouvrir leur caméra maintenant pour la discussion. N'hésitez pas donc il n'y a pas de problème. Et j'ouvre dès maintenant alors le terrain de la discussion pour ceux et celles d'entre vous qui le veulent. Il y a une intervention d'un de mes étudiants, Marwan, mais il y en aura aussi beaucoup d'autres, hein. Voilà, si tu veux, si vous voulez, Zina, peut-être l'intervention ici de Marwan d'abord, si Marwan veut s'exprimer oralement, mais sinon, voilà, la question de Marwan, c'était êtes-vous tombé sur de l'arabe écrit en caractère hébraïque? Alors, c'est du judéo-arabe, comme Wissem a répondu. Voilà, C'est très, très courant dans l'ensemble des documents de la Guéniza du Caire. très bien. Parfait. Alors, d'autres questions qui peuvent être davantage, d'ailleurs, soit autour de la Guéniza, autour des documents eux-mêmes, autour de l'encre, évidemment, ce qui est l'élément essentiel qui nous intéresse. Nicolas Ruffini, qui travaille sur ton micro et ton... D'accord, non, Voilà. mais ça doit être activé. Ok. J'aurais peut-être deux questions, une un peu plus technique et l'autre vraiment une question de curiosité. La question plus technique, c'est, tu as peut-être évoqué le problème et j'ai peut-être loupé, mais est-ce que c'est possible d'identifier des encres mixtes? Alors, oui, oui et non. Donc, les encres mixtes apparaissent en fait. Donc, comme je disais, il y a deux classes d'encres mixtes. Il y a les encres qui sont un mélange d'encre carbone et encre ferrogallique, et un deuxième groupe qui est donc de l'encre carbonique et de l'encre végétale. Les deux cas, avec Dino, elles apparaîtront très logiquement comme de l'encre carbonique, puisque le carbone reste complètement noir sous lumière infrarouge. En revanche, le cas encre carbonique, encre ferrogallique, est reconnaissable avec Artax. Donc, j'ai pu observer environ 1% dans le texte principal. En fait, j'ai un petit peu triché quand je vous ai montré mes statistiques, puisque je vous ai montré en très grande partie les statistiques que j'ai fait sur le texte principal, et à un moment où ça m'arrangeait, je vous ai montré les statistiques sur l'ensemble des angles que j'ai analysés. Donc, en fonction du spot analysé, j'ai entre 1 et 10% des encres qui sont écrits avec des encres mixtes. Donc 1% dans le texte principal, 10% dans les encres mixtes. Les autres, le deuxième groupe d'encres mixtes, je ne peux pas avec le protocole que j'ai utilisé, je ne peux pas les observer. Il faudrait faire du raman, principalement, ou peut-être de la spectrométrie de masse, pardon. J'avais juste le nom en anglais qui me venait. Mais sans ça, je ne peux pas les identifier, puisque je ne peux pas identifier du tout la partie carbonique. Pour moi, ce que j'ai pu voir pour l'instant, donc le nombre d'encres mixtes est probablement très sous-estimé dans mon corpus, puisque je n'ai pas analysé systématiquement les encres carboniques, puisque je partais du principe qu'elles étaient carboniques. On a vraiment commencé à travailler sur les encres mixtes au bout de la moitié de ma thèse ou quelque chose comme ça. J'analysais de temps en temps par acquis de conscience des encres carboniques, mais c'est probablement sous-estimé. Ce que j'ai pu voir dans mon corpus, c'est que malgré tout, il y a une grande disparité entre ce nombre d'encres mixtes dans le texte principal et dans les signatures. Ce que je pense, ce que j'ai vu pour l'instant, ce que les données me montrent, c'est qu'il est très probable que ces encres mixtes soient créées de façon... en tout cas, une partie soit créée de façon involontaire. En fait, le texte est écrit avec une encre ou ferrogallique ou carbonique. Une partie des témoins signe avec une autre encre. Et en fait, je pense qu'il y a un mélange entre les encriers et que donc, du coup, ça crée une encre mixte, mais qui est pas voulue, en fait. Voilà. Ça répond à la question? Oui, merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce que je peux poser une question? Ah, Oui. non, je vais laisser Oui. monsieur. Comment, a priori, on peut distinguer les trois communautés et
est-ce que les encres peuvent être un paramètre de distinction entre ces communautés? Alors, pour moi, c'est ce que j'espérais trouver un peu comme résultat. Pour l'instant, non, pas du tout, puisque comme j'ai montré dans mon graphique, attendez, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, oui. Donc, il y a un graphique qui est encore une fois un peu biaisé, puisque je vous présente une partie des résultats en texte principal, une partie en signature. Mais voilà, ici, c'est sur les communautés. On voit quand même que les 3 communautés que j'ai étudiées utilisent les trois types d'encre, bien que la quasi-totalité des documents caraïbes que j'ai étudiés étaient écrits avec une encre ferrogallique. Là, il semble qu'il y ait vraiment une différence. Mais bon, j'ai aussi moins d'observations sur les encres caraïbes, donc peut-être que ça induit un biais et il faudrait peut-être plus d'observations. Oui, mais je demandais a priori comment tu as fait pour faire les 3 listes de communautés. Pardon, excuse-moi. De dire tel parchemin est caraïte ou autre. En fait, je me suis d'abord... en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi les représentants des communautés, parce qu'ils étaient très bien connus, leurs textes ont été beaucoup étudiés. Donc, Ephraim Ben Shemaria et Yefet Ben David sont... En plus, enfin, ils signent, donc vraiment, on voit... en grande partie, ils signent, donc on voit vraiment... ils ont des mains reconnaissables en plus. Et les documents caraïtes, j'ai utilisé la thèse de Judith pour l'attribution des documents. Il y a aussi de toute façon un contenu qui est souvent assez reconnaissable, au moins chez les caraïtes. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est le texte lui-même, celui qu'il a écrit, qu'il a composé. Pas dans les documents que j'ai choisis dans mon corpus. Dans les documents que j'ai choisis, j'étais sûre qu'ils appartenaient à des membres. Comme ils sont chefs de leur communauté, on sait à quelle communauté ils appartiennent. Ah, oui, d'accord. Merci. Très bien, merci. Une question de Jennifer Taylor, puis après ça, Judith. Alors, je ne sais pas si Jennifer Taylor veut la poser elle-même ou alors si je la pose pour vous. Sinon, oui, allez-y. Oui, Zina, est-ce qu'il y a des recettes pour l'encre dans le GNISA? Alors oui, pour l'instant, on a 5 recettes qui sont identifiées. On écrit un papier avec Wissem sur 2 d'entre elles. Donc, elles appartiennent. Il y en a 2 qui sont conservées, 5 qui sont identifiées. Il y en a 2 qui sont conservées à la bibliothèque universitaire de Cambridge et 3 qui sont à la bibliothèque de. Comment elle s'appelle à New York, la collection de... ça va me revenir. Les 5 recettes. Elkan Adler, Jewish Theological Seminary. Oui, voilà, exactement, merci. Est-ce que tu as essayé? Non, je n'ai pas essayé. Il y en a une qui est une encre végétale, qui a l'air d'être une encre végétale. Il y en a d'autres qui sont carboniques et ferrogalliques. Et puis, il y a aussi beaucoup d'encre de pigments, beaucoup de recettes de pigments. OK, merci. Très bien. Judith? Oui, merci beaucoup. C'est vraiment super. C'est vraiment un magnifique travail. Donc, Zina, j'ai 2 questions, commentaires. Donc, les encres mixtes, en fait, c'est aussi, je voudrais me joindre à la discussion que tu as déjà eue au sujet des encres mixtes. Je me souviens, au début de ton travail, les encres mixtes que nous connaissions par Maïmonide. Maïmonide parle des encres mixtes. Et ces encres ont été reléguées comme non existants par les spécialistes des encres parce que justement, c'est très difficile de les discerner. Mais le texte en parle. Donc, pour moi, c'était tout à fait évident qu'il y avait des encres mixtes, mais c'était très difficile de les mesurer. Ce que tu confirmes, mais effectivement, tu as montré qu'en croisant des méthodes différentes, on peut les faire. Entre-temps,
j'ai travaillé sur un Talmud Ashkenaz, donc les Talmuds de Munich. Et là, les conservateurs de la bibliothèque ont fait des analyses en croisant des méthodes différentes. Donc, les méthodes de l'analyse des encres ferrogalliques avec l'empreinte des éléments que tu as montré. Et en même temps, ils ont joint une analyse microscopique. Donc, ils ont tout simplement regardé les encres sous les microscopes et ils ont constaté qu'il s'agit effectivement d'une encre mixte. Donc, bien sûr, la partie carbonique ne sortait pas dans les analyses, dans les éléments chimiques. En revanche, ils pouvaient l'observer. Donc, cette encre a été, et c'est une encre ashkénaze du XIVe siècle, elle a été effectivement définie comme encre mixte. Donc, je voudrais ajouter ça en disant, donc, il y a des encres mixtes, non seulement dans la Guéniza, comme confirmé par toi, et par Maïmonide, peut-être dans l'autre sens, dans l'autre direction, mais aussi en Europe occidentale, donc à la frontière, le manuscrit a été écrit à la frontière franco-allemande, en fait. En fait, elles sont de toute façon mises, même à part Maïmonide, en fait, il y a des recettes d'encre mixte, on en voit dans Ibn Badis, on en voit dans d'autres voilà. scripts contemporains. Mais pour l'instant, il n'y avait rien d'observé concrètement. Très bien. Donc, justement, tu apportes une confirmation très importante en observant l'existence de ces encres qui confirme le texte. Et mon deuxième commentaire, c'était les Karaïtes. Donc, effectivement, pour identifier les Karaïtes, c'est super quand on prend les documents, les Ketubot. Effectivement, nous avons l'impression que les scribes qui ont écrit ces documents sont des scribes Karaïtes spécifiques. Mais il y a quand même, et ça c'est le commentaire à ce qu'Armand a dit, des cas très bizarres au début du XIe siècle, donc jusqu'au début du XIe siècle, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de Karaïtes qui ont fait le recours aux scribes rabbinites ou vice-versa. Donc la culture scribale n'était pas séparée à cette époque. Donc effectivement, pour écrire des ketubot, donc les contrats des mariages, qui étaient très importants, comme les statuts de la femme dans la société, moi personnellement, j'ai vu, en travaillant sur les ketubot, c'était effectivement ma thèse, j'avais l'impression que c'était des scribes vraiment karaïtes. C'est-à-dire, je ne les retrouvais pas forcément ailleurs, ou je ne les ai pas encore retrouvés ailleurs. Mais les documents, les 1671 que tu as mentionnés, effectivement, les parties sont karaïtes, les formules sont karaïtes, le document est karaïte. Mais le scribe, peut-être, ne l'est pas, parce que c'est un scribe dont nous avons plusieurs autres documents, et nous avons aussi ce sont des documents de rabbinites, de la cour de Shemaria ben Elhanan, donc de la cour des Babyloniens de la fin du Xe, début du XIe siècle. Et le même scribe a copié plusieurs morceaux connus du Talmud de Babylonie. Donc, est-ce qu'il était karaïte, est-ce qu'il était rabbinite? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ce scribe-là a copié des documents purement rabbinites et le Talmud, que les karaïtes n'aimaient pas du tout, et en même temps, il a copié un document clairement selon les formules karaïtes. Donc, nous avons en principe les formules karaïtes, les individus karaïtes, on les connaît, mais il y a quelques cas où on a un problème, parce que les documents en soi est karaïte, mais le scribe, on ne sait pas. Voilà. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, je vois Sonia ici qui lève la main. Je sais que, sinon on repassera aussi la parole tout à l'heure après Sonia à Nicolas parce qu'il avait encore une question, mais on peut y aller, on a encore du temps, tout va bien. Sonia. Oui, je voulais juste, j'ai pas compris quelque chose là. Est-ce que finalement on peut dire que on dit il y a une encre différente ou une formule d'encre différente, même si les deux sont ferrogalliques entre karaïte et rabbinite, ça c'est un. C'est ma question. Deuxièmement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une encre plus générale qui est celle des professionnels et qu'on peut avoir des encres plus végétales quand il s'agit plutôt de signatures de privés, de gens qui ne sont pas des scribes de métier, par exemple? Alors, je n'ai pas tout à fait compris la première question, mais je vais répondre à la deuxième d'abord. Oui. Alors, des encres végétales, en fait, en l'occurrence, j'ai
pas trouvé d'exemple d'encre végétale dans mon corpus. J'ai trouvé 4 cas où il semblerait que peut-être ça soit une encre végétale qui soit utilisée, mais on n'est pas sûr. La raison n'est pas très importante ici. Il se trouve que si ça avait été le cas, l'ensemble des documents légaux que j'ai étudiés, là je vous présente le texte principal, on verrait que le texte principal serait écrit qu'avec un seul type d'encre. On voit quand même qu'il y a il y a quand même de la disparité dans les résultats. Donc, c'est pas tout à fait la question. Il y a peu d'encre mixte et d'encre carbonique par rapport aux autres observations, mais il y a quand même, elles existent quand même et elles ne sont pas tout à fait négligeables. Donc, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que vraiment, il y a une histoire d'abord de préférence personnelle, parce que en tout cas, les deux encres, l'encre ferrogallique et l'encre carbonique, n'ont pas tout à fait la même consistance quand on écrit. Donc, je pense qu'il y a une question de ça. Je pense qu'il y a une question de prix. Mais pour ça, il faut faire plus de recherche et essayer de décrire les documents de façon un peu compliquée, parce que c'est quand même donner des jugements sur des choses qui n'étaient pas forcément pensées comme ça à l'origine, qui ont peut-être juste subi... Donc, en fait, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait qu'une question de communauté. Il y a peut-être une évolution au cours du temps, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de documents, que j'ai pas pu étudier suffisamment de documents datés, fermement datés, pour pouvoir vraiment conclure là-dessus. Mais est-ce que toutes ces encres-là ont exactement les mêmes formules ou est-ce que chaque scribe fabriquait sa propre encre? Alors, on ne peut pas savoir pour la recette. Donc, ce que moi, je peux faire, c'est donner une composition de l'encre. Un spectre, oui. Et la composition de l'encre, elle dépend du vitriol. Et en fait, le vitriol, si on va sur le marché et qu'on achète du vitriol, il n'aura pas forcément la même composition d'un endroit à l'autre. C'est pas caractéristique de la recette. En fait, la recette, pour pouvoir définir une recette, il faudrait pouvoir observer de façon... Il faudrait vraiment pouvoir observer aussi les éléments organiques et de façon pas semi-quantitative, mais fermement quantitative, ce que je ne peux pas faire avec mon protocole. Donc, en fait, je ne sais pas s'ils ont différentes recettes. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a des scripts qui utilisent tout le temps le même type d'encre, d'autres scripts qui utilisent un peu ce qui viennent sous la main, et que donc, du coup, je pense que c'est un signe que, en tout cas, une grande partie d'eux achètent, parce qu'ils achètent ou bien parce que c'est pas cher, ou bien parce que c'est cher, ou bien parce qu'ils savent que cette marque-là, c'est bien, et que du coup, ils préparent pas les encres, parce que sinon, ça voudrait dire maîtriser plusieurs recettes de préparation et les essayer. Voilà. J'ai compris. Mais pardon, excuse-moi, concernant les signatures, alors pour le coup, oui, les documents. Alors ces signatures-là, est-ce qu'elles sont plutôt moins équilibrées dans leur préparation de l'encre, ou est-ce qu'elles sont plutôt végétales, ou est-ce que là tu peux trouver, par exemple, ce que je vois tes graphiques là, on voit que quand même il y a une toute petite part d'encre mixte, et je me demandais si elles étaient plutôt situées dans les signatures ou les choses ajoutées par des mains qui ne sont pas celles des scribes. Et je vois que quand même, malgré tout, l'encre ferrogallique est quand même la plus importante. Alors, on se demande si l'encre en vert, c'est laquelle? C'est la carbonique. Oui. Hein, celle en vert n'est pas celle d'un apport, je ne sais pas moi, parallèle au texte ou en plus du texte, ou alors un certain type de document ou un certain scribe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que la grande majorité, c'est quand même la ferrogallique. Alors, en fait, l'encre ferrogallique, c'est la végétale, enfin, la dernière, la bleue, c'est laquelle? C'est la végétale? Est-ce que ça, c'est plutôt des signatures? Et la mixte, est-ce que c'est plutôt des textes parallèles ou un certain corpus différent, moins important, tout simplement? Alors, il y a définitivement beaucoup plus d'observations des encres mixtes dans les signatures. Bon, c'est pour ça que je proposais cette possibilité qui n'explique pas l'ensemble des encres mixtes, puisque de toute façon, les scribes en parlent, dans les recettes on en a, et qu'on en a dans le texte principal. Mais bon, à part ça, on voit que de toute façon, l'encre ferrogallique est présente en majorité quasiment partout. Il n'y a qu'un seul critère, il n'y a qu'un seul corpus où elles ne sont pas majoritaires, où elles sont d'ailleurs complètement inexistantes, c'est les documents émis par la chancellerie musulmane. C'est que des documents qui sont écrits sur du papier avec une encre carbonique.
À part ça, elles existent un petit peu partout, elles vivotent un peu, mais elles sont pas présentes en majorité nulle part. Du coup, Ça tient au papier, donc. Ça tient au support. non, puisque, alors, j'ai aussi observé le support. Elles existent sur papier, elles sont quasiment inexistantes sur parchemin, mais elles ne sont pas majoritaires sur le papier par rapport à l'encre ferrogalique. Ah, elles ne sont pas majoritaires sur le papier non plus. Non. Elles ne sont majoritaires que dans la chancellerie arabe. Voilà. D'accord. Exactement. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais travailler à l'avenir, mais ça reste que des théories. Je pense qu'il y a deux qualités d'encre carbonique. Je pense qu'il y a une encre carbonique qui vaut beaucoup d'argent parce qu'elle est très difficile à préparer, c'est quelque chose qui est très long et qui a un rendu très beau. Et je pense que c'est l'encre qu'utilise la chancellerie arabe. C'est une encre qui vaut beaucoup d'argent. Que l'encre ferrogalique, c'est une encre un peu average. C'est un peu une encre qu'on trouve un peu partout. Et je pense qu'il y a une encre carbonique qui vaut très peu d'argent, qu'on peut préparer chez soi parce qu'il suffit juste de brûler des trucs et de récupérer le produit carboné et de le mélanger un petit peu avec de la gomme arabique, avec un peu d'eau, et puis ça y est, on a de l'encre. C'est de l'encre qui fait qui rend pas très bien, qui fait un peu des particules qui se désagrègent, et c'est une encre qu'on trouve beaucoup sur des documents, genre des brouillons. Des documents de pauvres factures écrits sur du papier un peu qui est pas très joli, et voilà. Donc, je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut chercher le résultat. Mais bon, ça reste des théories et je m'avance probablement beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci. Judith? Oui, je voudrais rebondir encore. Je parle trop, ça c'est clair. Non, donc tu me pardonnes. Je voudrais rebondir sur la discussion que tu viens d'avoir avec Sonia sur l'emploi de l'encre carbonique et ferrogalique et mixte sur le papier et sur les parchemins. Et tu montres très bien que sur les papiers, les deux sont employés. Donc un peu plus de ferrogalique, mais les deux. En revanche, quand tu regardes sur les parchemins, c'est vraiment l'encre ferrogalique qui prime. Et donc, dans l'autre sens, c'est quand même intéressant. Donc, je me demande, les 2% que tu as ici, dans le document juridique, qu'est-ce que c'est comme document en fait? Ces 2%, c'est ça ce qui m'intéresse. Est-ce que ce sont les échantillons de correction, les échantillons de signature ou des textes principaux? Non, ça c'est que du texte principal. D'accord. En fait, les 2%, il y a des documents émis par la Cour du Cadi, pardon. Et puis, il y a 2 documents émis par j'ai envie de dire les Palestiniens, mais je ne suis pas tout à fait sûre, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais c'est que sur du texte principal. J'ai plus d'utilisation du carbone dans les signatures. Mais voilà, dans ces 2%, c'est la Cour du Cadi et les documents, et 2 documents juifs, je crois. Donc là, tu obtiens vraiment des résultats assez clairs. Donc, parce que les Juifs, en écrivant sur les parchemins, vont vraiment préférer l'encre ferrogalique. Là, les statuts à eu, quand même, tu as travaillé sur un échantillon énorme. Oui. C'est 500 documents presque, c'est beaucoup. Donc là, ça, c'est vraiment assez décisif que tu montres ici. Très bien. Document juif. Très bien. Il y avait une fin de question de Nicolas Ruffini. Je ne sais pas s'il est toujours posé ou enfin s'il veut toujours la poser. Oui, mais bon, je ne sais pas si ce sera très pertinent. En fait, c'est vraiment une question vraiment une question de béotien. Tu as montré qu'il y avait beaucoup les encres carboniques qui étaient beaucoup utilisées pour tracer les marges. Si je me souviens bien, on était à peu près à 80%. Et est-ce possible qu'il y ait une préparation de ces documents en amont et qu'ils soient déjà achetés, tout préparés, et qu'en fait, s'il y a une forte présence des encres carboniques dans les marges, c'est parce que ceux qui préparent ces documents, les vendeurs, tracent déjà les marges à l'avance.
Mais Alors non, pardon, excuse-moi, j'ai pas été très claire quand je parle de marge. Ça ne veut pas dire qu'il dessine les marges. Ah oui, non, oui, ok, oui, non, oui. Oui, quelque chose qu'on écrit dans les marges. Donc ça veut dire que c'est principalement du suivi. oui, désolé. Je ne sais pas tout à fait parce que avant j'aurais eu tendance à dire que ces marges s'écrivent aussi à la cour, qu'on va témoigner en effet que la personne 1 rembourse à la personne 2 tant d'argent et que c'est pour ça qu'on écrit dans les marges. Maintenant, je ne suis plus entièrement sûre parce qu'il y a des cas où ces suivis en fait, sont signés, des fois où ce n'est pas signé. Peut-être que c'est de l'encre que les gens ont chez eux et que du coup, il y a une partie qui se fait chez eux avec de l'encre qu'ils ont chez eux et une partie qui se fait à la cour. Je ne peux pas vraiment conclure là-dessus. Tant qu'à faire, pour revenir à cette question des écritures, plutôt des scribes et des types d'encre spécifiques, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un lien direct entre la qualité du scribe et la qualité de son écriture et l'encre elle-même? Évidemment, le parchemin, tout le monde n'écrit pas sur du parchemin, j'en sais rien, je pose peut-être de bêtes questions. Ou est-ce que simplement certaines qualités d'écriture, certains types de, entre guillemets, ductus montreraient une qualité d'écriture telle que forcément là on aurait un scribe qui s'approprierait une encre, comme tu le disais, peut-être plus chère, plus importante, ou qui serait réservée, on va dire, à une qualité de scribe en particulier? Je ne peux pas tout à fait répondre non plus à cette question. Parce que, en fait, mon corpus de thèse a été constitué, en fait, pour répondre à la question de est-ce qu'on peut voir une séparation des types d'encre en fonction des communautés. Donc, pour ça, j'ai choisi des gens auxquels je pouvais raccrocher de façon sur une communauté. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces représentants de communauté. Donc, pour ça, à cause de ça, je sais qu'ils sont... ils sont plutôt à l'aise avec l'écriture, ils écrivent beaucoup. Et ils utilisent plusieurs types d'encre. En fait, pour ça, il faudrait que j'agrandisse le corpus avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais du coup, ça veut dire perdre un peu le côté communauté, de perdre la connaissance de la communauté. Mais c'est quelque chose qui serait intéressant à faire. Ce que je peux voir en revanche, c'est ce que je disais, je crois, à Sonia, c'est qu'il y a des documents qui sont, je suis désolée de le dire, mais très moches, et qui sont écrits avec de l'encre carbonique. Aucun problème. Non, mais on est censé observer d'un œil un peu objectif, mais il y a des documents qui sont écrits avec une très très belle main, très soignée, et il y en a d'autres qui sont écrits sur du papier qui a très mal vieilli, avec de l'encre qui a encore plus mal vieilli, qui fait des gros boudins noirs partout, et qui fait qui laisse des particules vraiment partout sur le document. Et j'ai l'impression que ça correspond à une moins bonne qualité. Et que la qualité un peu voilà, de base, c'est vraiment de l'encre ferrogalique. Mais bon, encore une fois, des sentiments et c'est pas tout à fait... Ça repose sur aucune autre donnée que l'observation de ces 500 documents. Très bien, merci. Bon, il y a du boulot encore. Voilà, il y a encore du boulot. Est-ce qu'il y a une autre question, une question, ou bien alors on a fait le tour? On dirait qu'on a fait le tour. On dirait qu'on a fait le tour. Dans ce cas-là, je vais remercier Zina une fois de plus. Donc Zina Cohen et sa très belle enquête sur les techniques liées donc aux encres. Encore bravo, hein, la matérialité des encres, c'est quelque chose... c'est un travail à la fois remarquable et très original. Donc, merci pour cette présentation, merci pour cette discussion, merci à tous. Le 17 décembre, nous retrouverons un nouveau séminaire, un nouveau webinaire du groupe avec Antoine Brix qui nous parlera à 14h parce qu'il nous parle depuis Pékin. Évidemment, là, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les horaires. Il
il nous parlera des états manuscrits des chroniques et annales de France de Nicole Gilles. Mais ça, c'est une autre histoire, évidemment. Nous sommes bien loin de la Guénisa. C'est comme ça, mais c'est ça tout le plaisir de nos recherches. Je vous remercie encore toutes et tous pour cette présence et tous ces échanges. Merci une fois de plus à Zina. Passez voilà, c'est un vrai plaisir. Passez toutes et tous une excellente soirée, une très bonne semaine.